bonsoir et puis merci à tous, à tout le monde d'être venu. L'amphithéâtre est vraiment rempli. Je remercie donc toutes les personnes qui sont ici et bien sûr Monsieur le doyen de la faculté de droit et d'économie d'être aussi présent. Et ce soir, je suis comme un étudiant qui va passer un oral. Et vous êtes le jury. Et quand on passe un oral, il y a beaucoup de petits papiers où il y a des sujets écrits. Et puis j'arrive devant vous. Vous vous rendez compte? Tout l'amphi, c'est le jury. Et donc, au moment de prendre le sujet, ma main tremble un peu. Évidemment, je me dis, quel sujet? Et puis, je regarde le sujet. Et tout d'un coup, mon visage s'assombrit. Le sujet, redresser l'économie française. Et donc, vous, le jury, vous m'avez donné 3 heures pour préparer le sujet. Au bout de 3 heures, je reviens, je suis devant vous, et voilà comment je vais traiter le sujet pour environ 1 heure de temps. Le premier thème que j'ai choisi de traiter concerne le monde des entreprises. Le débat qui se fait depuis de nombreuses années, c'est comment arriver à avoir en France des entreprises de taille intermédiaire. Je signale que la définition de l'entreprise de taille intermédiaire, c'est une entreprise qui est comprise, dont le nombre de personnes, de salariés, va de 250 salariés à 5000, 4499 salariés exactement, donc 5000 salariés. Et j'ai mis un tableau que vous allez voir pour vous montrer finalement la situation de nos entreprises en France, le paysage économique de nos entreprises. Vous savez, les médias nous parlent souvent des entreprises, et même tout le temps des entreprises du CAC 40, où les patrons gagnent des millions, mais jamais de ces entreprises qui se battent au jour le jour pour avoir des commandes, décrocher des contrats, payer leurs charges, leurs taxes, les impôts, bien évidemment. Et lorsqu'on regarde le tableau, sur 3 237 000 entreprises, vous avez un peu plus de 3 millions d'entreprises dont l'effectif est compris entre 0 et 9 salariés. Ça veut dire que 95% des entreprises en France sont de toutes petites entreprises. Et il y a même 1 million d'entreprises de 0 salariés, c'est tout simplement le plombier qui vient vous voir, l'électricien, etc. En France, nous n'avons que 5000 ETI. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en Allemagne, les ETI donc, sont au nombre le nombre est compris entre 13 500 et 14 000 ETI. C'est considérable. Et c'est ce qui fait la force économique de l'Allemagne. Et ces 5000 ETI, qui représentent 0,1% des entreprises à La Réunion, emploient 3 300 000 personnes, salariés. Et juste pour vous donner une image forte, si on avait en France simplement 1000 entreprises, 1000 ETI supplémentaires, cela ferait 500 000 personnes en plus, ce qui est considérable, avec toutes les conséquences, bien sûr, pour l'écosystème, c'est-à-dire les entreprises sous-traitantes, les petites entreprises qui se créent, les sous-traitants, etc. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi n'arrive-t-on pas en France à créer suffisamment d'ETI? La réponse exclusive est la suivante. C'est à cause, tout simplement, de la faiblesse de notre taux de marge. Je vais prendre 2 minutes
pour expliquer cette question. Vous savez que lorsqu'une entreprise a un chiffre d'affaires, cette entreprise dégage une valeur ajoutée qui est tout simplement la différence entre son chiffre d'affaires et le montant de ses matières premières, d'accord, de ses achats, on va dire. Et donc on arrive à cette notion de valeur ajoutée. L'autre notion qu'il faut bien comprendre, c'est la notion d'excédent brut d'exploitation, qui est tout simplement la différence entre la valeur ajoutée, les charges de personnel et le montant des impôts et taxes qui sont payés. Je vais prendre l'exemple d'une entreprise artisanale pour que tout le monde puisse visualiser les choses. Une entreprise artisanale qui fait 500 000 euros de chiffre d'affaires et qui achète par exemple 250 000 euros de matières premières, avec des charges de personnel de 50 000 euros et qui paie 120 000 euros d'impôts et de taxes. Son excédent brut d'exploitation est donc de 80 000 euros. Et si on fait le rapport entre les 80 000 euros et les 250 000 euros, c'est la valeur ajoutée, on arrive donc à un taux de marge, et c'est ça la définition du taux de marge, c'est ce ratio entre l'excédent brut d'exploitation et la valeur ajoutée. Le ratio, dans ce cas-là, est de 32%. Ce qui est très faible, on va le voir tout de suite. En France, si on prend même la longue période, ce ratio est compris entre 28% et 33%. On a pris les statistiques, j'ai pris les statistiques depuis les années 1950. Ce qui veut dire que, quels que soient les cycles économiques, on a un taux de marge qui est très faible. Un taux de marge qui est très faible, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que l'entreprise est toujours à la recherche de financement, que l'entreprise française n'a pas de trésorerie, n'a pas de cash, alors que l'entreprise allemande a du cash pour pouvoir se développer. Que les entreprises, on va voir aussi, même italiennes, ont du cash pour se développer. Ce n'est pas parce que les Français sont moins créatifs. Moi, je pense que même que les Français sont beaucoup plus créatifs que beaucoup de pays européens. Tout simplement parce qu'on ne permet pas, avec le poids des charges, des taxes et des impôts, à ces entreprises de passer, par exemple, de 3 salariés à 20 salariés, à 100, à 200, etc., et jusqu'à 5000. Et cette fragilité, en quelque sorte, du tissu économique fait que lorsqu'il y a une crise, évidemment, toute l'économie française est frappée et nous avons des faillites en cascade de tout un nombre d'entreprises. Ce ne sont pas les entreprises du CAC 40 qui font la richesse d'un pays comme l'Allemagne. Ce sont justement ces milliers d'entreprises à taille intermédiaire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est le cash, tout simplement, pour parler clairement. Plus vous avez de la trésorerie, moins vous dépendez des banques. Plus vous avez de la trésorerie, plus bien sûr vous pouvez avoir des projets pour l'avenir, pour votre entreprise. Vous pouvez employer, développer, créer des centres de recherche, exporter, envoyer du personnel, des commerciaux à l'étranger, etc. Donc ça, c'est le point important. Et l'entreprise française est continuellement en train de chercher des crédits de trésorerie avec les banques. J'ai mis toute une série de crédits de trésorerie sur le tableau que vous voyez. Ce n'est pas la peine de les retenir. Simplement, c'est pour vous dire que c'est tout le temps de la recherche du financement à court terme, sans compter bien sûr les prêts à moyen terme ou à long terme. Regardez le graphique que j'ai mis donc sur ce slide. Même en 1995, il ne faut pas oublier qu'en 1990, il y a la réunification allemande. Même en 1995, l'Allemagne a un taux de marge de 36%. Et pourquoi je parle de la réunification allemande? Tout simplement parce qu'à l'époque, les entreprises allemandes sont obligées de payer pour la réunification. Il y a une taxe spéciale qui s'appelle la taxe de réunification. Et
que toutes les entreprises allemandes doivent payer. Il ne faut pas oublier une chose quand on parle de l'Allemagne en France, c'est que l'Allemagne a fait des sacrifices considérables. L'Allemagne a dû intégrer 19 millions de pauvres venus de l'Allemagne de l'Est. Alors vous comprenez très bien que quand nous, on a une dette publique qui explose, quand on gère mal notre économie, les Allemands trouvent ça complètement inadmissible. Si demain, nous avions 20 millions de pauvres à intégrer, comment on ferait? Les Allemands ont fait donc des sacrifices considérables, mais ils n'ont pas sacrifié leurs entreprises. Ils ont fait peut-être reporter le poids sur les ménages, ils ont diminué le nombre de collectivités locales. Vous savez qu'en Allemagne, il n'y a que 16 Länder, donc 16 grandes régions, et 12 500 ou 600 communes, pas plus. Donc il n'y a pas le millefeuille territorial, bien évidemment, que l'on a en France. Et à partir de 2003, regardez le graphique, à partir de 2003, vous voyez que l'effet de l'unification va progressivement s'effacer. Et là, l'Allemagne va à nouveau faire exploser donc son taux de marge. Les entreprises allemandes vont avoir des taux de marge de plus en plus importants. Et donc du cash. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne, depuis plusieurs années, l'Allemagne a des excédents commerciaux considérables. 2015, c'est plus de 200 milliards d'euros d'excédents commerciaux. Alors que nous, depuis 2004, nous sombrons dans des déficits commerciaux tout à fait incroyables. Parce que notre économie n'est plus compétitive, avec le poids des charges et des taxes, des impôts que les entreprises paient en France. Donc ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que, au niveau du chef d'entreprise en France, dès qu'une entreprise a, une baisse de son chiffre d'affaires pendant 2 ou 3 mois, tout de suite, le chef d'entreprise, il est inquiet. Tout de suite, bien sûr, ses charges sont fixes, il doit quand même payer son personnel, il doit quand même payer ses loyers, ses matières premières, etc. Et, bien sûr, les frais sont fixes et, bien sûr, l'entreprise française rentre tout de suite dans une négociation interminable avec ses banquiers pour avoir un peu plus de la d'escompte, pour pouvoir avoir un peu plus de crédit, de trésorerie sous toutes ses formes, des couverts bancaires, etc., comme vous le savez. Et donc, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer? On peut tirer plusieurs conclusions. Un, bien sûr, la priorité doit être donnée au niveau de notre politique économique à justement redresser ce taux de marge. Et on va voir comment y arriver. Dans la mesure où le taux de marge conditionne l'emploi, la création massive d'emplois, la création de toutes les entreprises sous-traitantes, et notamment des petites entreprises, et bien sûr, ces ETI vont exporter, ce que nous, on ne peut pas faire en France. Pouvoir envoyer des commerciaux à l'étranger, etc., dans tous les pays du monde. Et l'Allemagne s'est complètement restructurée. Alors, ça c'est le constat. La question qui se pose, c'est que faut-il changer en France? Et vous savez, dans les médias, il y a toujours des slogans comme ça qui apparaissent en disant « les entreprises ont des aides énormes, il y a des niches fiscales partout, les patrons gagnent beaucoup d'argent, etc. etc. » C'est tout ce qu'on entend dans les médias. Et vous savez pourquoi il y a tant de niches fiscales? Tout simplement parce que, comme on prélève massivement sur les ménages et on prélève massivement sur les entreprises, nos entreprises sont sous assistance respiratoire et donc on va créer des niches fiscales, ce qu'on appelle les dépenses fiscales. Au fond, qu'est-ce qu'on dit? Les ménages sont surtaxés. On se dit, puisqu'elles sont surtaxées, elles emploient des gens, du personnel domestique. Les ménages licencient. Ah, il y a le feu dans la maison. Tout de suite, créons une niche fiscale pour les personnes qui emploient du personnel domestique. Il y a le feu parce qu'on a augmenté fortement les impôts sur les entreprises. Allez, tout de suite, on crée une niche fiscale pour dire, bon, écoutez,
allez, les entreprises pourront un peu plus respirer. Ça ne résout pas le problème, parce que les entreprises ferment quand même. Mais ça permet de sauvegarder un tout petit peu une illusion, en quelque sorte. Ça, on donne l'illusion qu'on fait quelque chose. Parce que nos administratifs sont payés pour faire des choses, donc, voilà. Donc le ministre va annoncer, voilà, on a sauvé la sidérurgie. On n'a rien sauvé. On a donné des milliards à la sidérurgie. La sidérurgie, évidemment, elle a licencié des dizaines de milliers de personnes, dans les années 70, 80, etc. Mais entre-temps, on crée une niche fiscale. Alors qu'il serait beaucoup plus logique de transférer de façon structurelle toutes ces dépenses fiscales au profit des entreprises, comme en Allemagne. C'est ça l'enjeu, en fait, en matière de politique économique. On ne cesse pas donc de courir après des petites dérogations qu'on fait à droite à gauche pour pouvoir justement donner l'impression qu'on agit. Alors qu'en réalité, on n'agit pas du tout, bien au contraire. Donc il faut, à la limite, je dirais même, créer un genre de comité de réflexion alliant tout le monde pour réfléchir à cette question. Regardez bien le tableau, vous avez 83 milliards de dépenses fiscales, selon le projet de loi de finances. 83 milliards, plus de 83 milliards. Ce que moi j'appelle les dépenses fiscales, c'est ce qu'on appelle à la télévision ou dans les médias les niches fiscales. Sur ces plus de 83 milliards de dépenses fiscales, 13 mesures de dépenses fiscales font la moitié du total. Et les 4 premiers postes comptent pour 30%. Notamment, justement, le crédit impôt en faveur de la compétitivité et de l'emploi, le fameux CICE, 13 milliards d'euros, le crédit impôt recherche, etc. D'ailleurs, ce crédit impôt recherche, très franchement, on peut douter de l'efficacité parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se créent comme ça, des entreprises grandes qui se créent pour toucher le crédit impôt recherche et sans créer d'emploi en France, tout simplement. Dernièrement, il y a un magazine qui en parlait en disant de toute façon, c'est vrai que ce crédit impôt recherche n'est pas du tout efficace. Alors que si les entreprises, laissons les entreprises, ne créons pas à chaque fois des petites dérogations à droite à gauche, ne faisons pas du saupoudrage en matière de niche fiscale. Faisons comme l'Allemagne. On définit un taux de marge, le taux de marge est défini scientifiquement, rationnellement. 42%, 41, 42%, ça permet à la fois de payer toutes ces charges, de faire face à une conjoncture qui est parfois difficile, d'avoir de la trésorerie, de ne pas être dépendante des banques et de pouvoir se développer. Et ça, on ne sait pas le faire en France. C'est simple, hein. Mais c'est vrai qu'on a des gens très intelligents qui nous gouvernent. Donc, la proposition que je ferai, c'est tout simplement une restructuration donc, de ce système fiscal en faveur donc, des entreprises, parce que l'argent existe. Il n'y a pas besoin de faire de dette publique, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre aussi. L'argent existe, l'argent est là. C'est simplement une réaffectation. Et donc, à la limite, moi, ce que je propose, c'est de créer un think tank en France, un peu comme le font les anglo-saxons. Les think tanks, c'est ce fameux réservoir de pensée, en disant on réunit des entreprises, des parlementaires, des banquiers, éventuellement des présidents de région, pour voir comment on peut très rapidement passer donc à des entreprises qui ont un niveau de profitabilité structurellement confortable, on va dire, à l'image de ce qui se passe en Allemagne. Voilà donc ce que je pourrais vous dire. Je pense que les choses sont claires. Et voilà ce que je pourrais vous dire sur ce premier thème que je développe et qui concerne directement le monde des entreprises. Et vous-même, vous le savez, comment vous jonglez à longueur de journée, même je dirais, avec les banques. Comment vous dépendez des banques, de leur financement, des crédits de trésorerie. Et donc, on rentre bien sûr dans la spirale du surendettement. Il n'y a pas que les ménages qui rentrent dans la spirale du surendettement, malheureusement. Il y a aussi, bien sûr, les entreprises en premier lieu. Donc, voilà ce que je pourrais vous dire donc, sur cette question. Le deuxième thème que j'ai choisi de traiter,
c'est l'Union monétaire européenne. Et donc, il s'agit donc de reformuler cette problématique de l'Union monétaire européenne. C'est un thème que je connais assez bien. J'ai pendant plusieurs années consacré toute une partie de ma jeunesse. J'ai fait 1000 pages de travaux sur l'unification monétaire, sur les problèmes théoriques et empiriques relatifs donc à l'unification monétaire. La question est simple, pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché tout simplement parce qu'on a ignoré une problématique fondamentale. On a préféré parler des critères de Maastricht, on a ignoré bien sûr l'aspect théorique, qui est fondamental pour moi, mais que je ne vais pas là expliquer, parce qu'il ne s'agit pas d'une conférence de théoriciens, bien évidemment. Ce qu'on appelle la théorie des zones monétaires optimales. Et Robert Mundell, canadien, a eu le prix Nobel d'ailleurs pour avoir compris la question de la monnaie unique. Il était très jeune, il avait 29 ans à l'époque. Et il a écrit un article remarquable dans la revue Leader aux États-Unis qui s'appelle American Economic Review sur justement la théorie de la monnaie unique, qui s'appelle la théorie de la zone monétaire optimale. Donc je ne suis pas là pour vous parler de toutes ces questions théoriques. Comment on peut formuler très simplement le problème? Alors pourquoi ça n'a pas marché? Tout simplement parce qu'on a ignoré la problématique des taux de change. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que la suppression des taux de change a fait exploser les économies, notamment les économies les plus fragiles. Et pas seulement la Grèce, parce qu'on met l'accent sur la Grèce, mais on va voir que même la France, par exemple, et d'autres pays d'Europe du Sud ont été vraiment très très touchés par ce problème donc de suppression des taux de change. Je vous rappelle simplement que le taux de change, c'est la valeur d'une monnaie dans une autre monnaie. Par exemple, on va dire, je ne sais pas, 1 euro égale 1,30 $, 1,40 $, etc. Et nous, notre obsession, qui vraiment, c'est l'obsession finalement des technocrates qui dirigent à Bruxelles notamment, c'est de dire, on veut une monnaie forte, on veut concurrencer le dollar. C'est tous les écrits qui étaient faits à l'époque, qui ignoraient d'ailleurs tout l'aspect théorique. Parce que, je fais une parenthèse, ce que dit Mundell dans son article 61, c'est attention, si vous supprimez le taux de change, vous supprimez un facteur clé de réajustement des balances commerciales et des balances de paiement, et donc la compétitivité peut s'effondrer brutalement dans une économie. Et nous, on n'a pas pensé évidemment à lire les économistes. Et donc la valeur d'une monnaie par rapport à une autre dépend de toute une série de critères. Spécialisation économique, si elle est forte ou fragile, dépend bien sûr du solde de la balance commerciale. Si vous avez une balance commerciale structurellement excédentaire comme en Allemagne, ils ont toujours été bons, vous avez une monnaie forte. Dépend aussi de la part, je le disais justement, de la part des entreprises de taille intermédiaire dans une économie. Si vous avez beaucoup de TI, votre économie, elle encaisse les chocs. Elle encaisse les crises. Elle se réadapte facilement parce que vous avez une marge de manœuvre importante. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre une chose, c'est que dans ce domaine qui est un des domaines que je connais bien, ce qui s'appelle l'économie monétaire internationale, il vaut mieux avoir une monnaie faible qui accompagne la croissance et le plein emploi qu'une monnaie forte qui détruit la croissance et l'emploi. Et nous, on a fait le choix inverse. Regardez par exemple l'île Maurice. Ils ont une monnaie faible, oui, mais dans 10 ans, ils auront peut-être une monnaie qui s'appréciera, qui sera beaucoup plus forte. Mais aujourd'hui, s'ils ont une monnaie, on va voir l'exemple que je prends par la suite, s'ils ont une monnaie forte, ce serait catastrophique pour l'île Maurice. Je prends un exemple très simple pour vous donner une image à la fois précise et à la fois aussi concrète. Je prends l'exemple d'un pullover qui vaut 1200 roupies à Maurice et à ma taux de change actuel, j'ai pris le taux de change de 1 euro égale à 40 roupies. Donc le pullover vaut 30 euros. 1200 divisé par 40 vaut 30 euros. Supposons que le gouverneur de la Banque centrale mauricienne, tout d'un coup, il est pris par une folie incroyable, un égo surdimensionné en disant « Ah oui, mais l'île Maurice, c'est super, il y a le plein emploi, il y a la croissance. » En plus, ils n'ont pas de monnaie convertible, donc ils peuvent fixer le taux de change, parce que la monnaie n'est pas convertible. Et il se dit « Moi, je vais fixer le taux de change à 1 euro égal.
à 1 euro égale 20 roupies. Le pull vert, il vaut combien? Il vaut 60 euros. Et là, c'est toute l'économie mauricienne qui, d'un seul coup, va s'effondrer. L'industrie, l'agriculture, parce qu'ils exportent quand même le sucre, et bien sûr, le tourisme. Et ce n'est pas s'effondrer en un an, hein. C'est en moins d'un an, tout s'effondre. Et j'ai toujours dit, en ce qui me concerne, que le taux de change, c'est un prix extrêmement violent, c'est même le prix le plus violent. Hein, vous savez qu'en économie, il y a plusieurs types de prix. Vous avez le prix des biens et services, prix des biens de consommation. Vous avez le taux d'intérêt, qui est le prix de l'argent. Vous avez le prix, les cours de bourse, c'est un prix, le cours des titres. Et puis vous avez aussi, bien sûr, le taux de change, mais le taux de change est extrêmement violent parce que le taux de change, comme il évolue en temps réel, notamment lorsque les monnaies sont convertibles, automatiquement, les marchandises sont soit moins coûteuses, soit plus coûteuses. Si votre taux de change se déprécie et que si vous arrivez à réduire vos importations, bien évidemment, vos exportations augmentent et donc vous rétablissez l'équilibre de votre balance commerciale. Ou vous stoppez tout simplement la détérioration de la balance commerciale. Et donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y avait le franc français et le Deutsche Mark, pour nous, finalement, c'était relativement simple. Pourquoi? C'était simple parce que lorsque nous avions une position de balance commerciale, de balance des biens et services, on va dire, déficitaire, que faisait le franc par rapport aux marques ou par rapport aux monnaies, aux autres monnaies? Le franc se dépréciait. Ça donnait à nos entreprises une possibilité d'avoir un ballon d'oxygène tout de suite. Ça nous permettait de ne pas perdre la clientèle. Ça donnait aussi la possibilité de faire des produits à plus forte valeur ajoutée, de monter, ce qu'on appelle les montées en gamme. Ça nous donnait aussi la possibilité d'élargir aussi notre clientèle, de trouver des nouveaux marchés. Là, avec ce taux de change, bien évidemment, qui est ce qu'il est, nous n'avons plus la possibilité, évidemment, de jouer sur les réajustements monétaires de type dépréciation ou appréciation. Il faut savoir une chose, c'est que, je vous rappelle une chose quand même, c'est que notre taux d'industrialisation aujourd'hui en France est de moins de 12%. Comment les économistes le calculent? Comment on le calcule, le taux d'industrialisation? Tout simplement par un rapport sur la valeur ajoutée industrielle. On prend toutes les industries qu'il y a en France, on fait la somme des valeurs ajoutées, on divise par le produit intérieur brut. Et en France, aujourd'hui, on est à moins de 12%. Même la Grande-Bretagne est à 16% aujourd'hui. La Grande-Bretagne est en train de se réindustrialiser, je ne parle même pas de l'Allemagne, bien sûr, hein, sous la houlette des capitaux étrangers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire. Et donc, quand on voit la perte d'emplois industriels, il y a trois raisons, on va dire. D'une part, notre tissu économique est fragile. Et dès qu'il y a un choc, bien évidemment, beaucoup d'entreprises s'effondrent. Ferment leurs portes, comme on dit. Sont en liquidation judiciaire, pour parler un petit peu comme les chefs d'entreprise. Le deuxième effet, et là c'est important, c'est l'effet des 35 heures sur l'appareil industriel. On peut dire qu'au fond, dans certains types d'activités, par exemple les agences de voyage, maintenant vous réservez tout sur Internet, les hôtels, on peut dire que l'effet des 35 heures ne joue pas pleinement, c'est vrai. Mais par contre, sur l'appareil industriel, alors là, c'est catastrophique. Et puis, troisième point, troisième responsabilité, c'est bien sûr la surévaluation de l'euro. L'euro a été surévalué en moyenne de 20% entre 2004 et 2014, de 20% par rapport au dollar américain. Et si on prend le tableau statistique que vous voyez, regardez en l'an 2000, au moment où l'euro apparaît. Il va être vraiment introduit pour le grand public en 2002, mais il est créé donc en l'an 2000. On avait à l'époque 4 millions d'emplois industriels. Regardez l'année 2004. C'est intéressant l'année 2004 parce que c'est l'année où justement c'est le tout début de la surévaluation de l'euro.
on est à 3 800 000 emplois industriels, ça veut dire moins 200 000. Et enfin, l'année 2014, on est à 3 100 000 emplois industriels, c'est-à-dire qu'en fait, en quelques années, en 14 ans, on a perdu 900 000 emplois industriels. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous dire que l'économie, c'est une science. C'est pas quelque chose qui... c'est pas un procédé, des procédés magico-religieux, l'économie. C'est une science. Dès que si vous donnez à un économiste ces paramètres-là, tout de suite, il va vous dire que c'est la catastrophe. Bien évidemment, ces économistes ne sont pas interviewés dans les médias, mais c'est comme ça. Il ne peut rien. Regardez la dépréciation de l'euro, l'appréciation de l'euro, d'accord, sur le graphique qui est là, et justement, à partir de 2014, l'euro revient à des valeurs, disons, plus raisonnables. Il y a une dépréciation de l'euro. Pourquoi une dépréciation de l'euro? Je vous explique simplement. Parce que la Banque Centrale Européenne a fait une erreur. Elle fait une erreur majeure. Elle maintenait des taux directeurs très élevés, de l'ordre de 3,75, même 4, même 4,25. Alors que les taux américains étaient faibles. Résultat, les capitaux sont allés massivement dans les pays de la zone euro, dans les banques des pays de la zone euro. Donc, on s'est débarrassé du dollar, on a acheté l'euro. Les Américains, ils ont été contents, bien sûr. Mais nous, avec notre ego en disant « Ah bah oui, l'euro est une monnaie forte », mais résultat des courses, l'euro a détruit, dans les pays fragiles, dans les pays justement où notre économie est fragile, a détruit des centaines de milliers d'emplois industriels. Tout simplement parce qu'il y a eu une erreur de politique économique et une erreur de politique monétaire, à savoir donc ces différentiels de taux d'intérêt entre, d'une part, la Banque Centrale Européenne qui maintenait ses taux d'intérêt élevés, et d'autre part, les États-Unis qui avaient des taux d'intérêt directeurs, le taux d'intérêt de la Banque Centrale Américaine qui s'appelle la Federal Reserve System, des taux d'intérêt très faibles. Et ça, effectivement, on le voit, dès que la Banque Centrale Européenne, dès 2014, baisse complètement ces taux d'intérêt. On est aujourd'hui à des taux d'intérêt de 0%, taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale Européenne, 0%. Bien évidemment, à quoi on assiste? À une réaffectation des portefeuilles. Les gens sortent de l'argent des pays de la zone euro, vont ailleurs, et donc l'euro se déprécie. Ce qui fait maintenant, bien sûr, l'avantage des pays comme l'Allemagne, comme les pays qui sont, eux, restés exportateurs. Ce qui veut dire que, regardez les dernières années, l'Allemagne augmente même son excédent commercial. Maintenant, c'est des excédents commerciaux colossaux, quoi. À l'époque, ils étaient à 130 milliards, maintenant ils sont à 200 milliards d'euros d'excédent commercial. Et donc, résultat, c'est pour ça que les Allemands appellent, bon, c'est vrai que ça a été mal pris dans les pays d'Europe du Sud, ils appellent les pays d'Europe du Sud des pays du Club Med. D'accord ? Bon. Parce qu'effectivement, il y a eu un effondrement de la valeur de l'euro, un effondrement donc de nos exportations, de notre outil industriel. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour maintenir l'illusion de notre richesse? On a fait exploser la dette publique, tout simplement, pour pouvoir continuer à payer tout le fonctionnement de l'État, etc. Mais c'est illusoire, parce que nous, en France, on est très fort pour parler de solidarité. Mais la première solidarité consiste à, justement, ne pas endetter notre génération et surtout les générations futures. C'est ça la vraie solidarité. C'est justement de ne pas faire exploser la dette publique comme on l'a fait. Et pourquoi les pays d'Europe du Nord sont vertueux? Parce qu'ils ont contrôlé, ils ont réformé l'État. Ils ont donné la priorité aux entreprises. Ils ont donné la priorité aux investissements industriels. Et c'est pour ça qu'on trouve cette différence qui est forte entre, d'une part, les pays d'Europe du Nord, on va dire, et les pays d'Europe du Sud. Alors, qu'est-ce que je propose? Qu'est-ce que je propose? D'abord, une idée qu'il faut écarter, mais ça, c'est une idée... je ne comprends pas comment en France, notre élite, si on peut appeler ça une élite, a des idées comme ça, des idées de ce type. Ils disent qu'il faut mutualiser les dettes européennes. Incroyable. C'est-à-dire que
nous en France, en Italie, en Espagne, on a fait exploser nos dettes publiques. On mutualise, on crée des obligations, d'accord, qui sont souscrites donc par des investisseurs, ménages, entreprises, banques, fonds d'investissement, etc. Mais le jour où on ne peut plus rembourser, qui paye? Les pays riches, l'Allemagne. C'est comme si demain vous dites, moi par exemple je vais acheter un très bel appartement, 2 millions d'euros. Je dis à mon banquier, oui, il n'y a pas de problème, hein, j'ai l'argent pour m'acheter cet appartement-là. Et puis je dis au banquier, attendez, hein, de toute façon pour la caution, il n'y a pas de problème. Je vais voir Rhys, je dis Rhys, toi tu es mon meilleur ami, hein. Tu ne veux pas cautionner pour moi? C'est exactement ça qu'on dit aux Allemands ou aux autres pays. C'est-à-dire que nous, on s'endette, et puis on mutualise des dettes, et puis le jour où c'est la faillite chez nous, ben les autres payent. Je ne comprends pas comment cette élite française qui nous dirige depuis des années peut avoir des raisonnements pareils, quoi. Donc ça, c'est une idée qui est non seulement stupide, mais qui est rejetée. Lisez simplement tous les articles qui paraissent dans la presse étrangère, je vais vous parler de la presse étrangère après, vous verrez si ce que je dis est vrai ou pas. Deuxième point, c'est évidemment de faire le contrôle parlementaire. Nous avons signé un accord lors du traité de Maastricht. Nous ne le respectons pas. Soit nous signons, soit nous signons et nous respectons, soit nous ne signons pas et nous sortons. Mais ce n'est pas honnête vis-à-vis des autres membres qui respectent, notamment les ratios de dette publique de 60% du PIB, ce n'est pas honnête de ne pas respecter ce ratio, c'est un minimum. Mais nous, pour nous, en France, on signe un contrat, puis de toute façon, on a signé le contrat, on ne le respecte pas, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que les pays d'Europe du Nord doivent penser de nous? D'après vous, lisez la presse. Si vous lisez l'anglais, lisez la presse. C'est un bon conseil que je vous donne. Et surtout, la proposition fondamentale, c'est de mettre la politique de change au cœur de la politique économique, pour que justement il n'y ait pas cette surévaluation de l'euro par rapport au dollar. Pour que les taux d'intérêt directeurs de la Banque Centrale Européenne soient toujours alignés sur les taux d'intérêt directeurs de la Banque Centrale Américaine. Voilà pour le deuxième thème, le deuxième point. C'est bon, ça va? Je ne vous fatigue pas trop, moi. Alors, troisième thème, c'est le commerce international et l'attractivité territoriale qui sont pour moi des enjeux majeurs. Lorsqu'on parle du commerce international, il faut savoir que le commerce international est régulé. Il est régulé par, à l'époque c'était le GATT, après c'était l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et dans toute la période, disons, plutôt avant l'OMC, l'objectif, qui a été réussi d'ailleurs, ça a été de réduire les tarifs douaniers de plus en plus entre les pays. Cette réduction de tarifs douaniers a évidemment profité à l'ensemble des pays. Parce que les pays ont pu échanger, les pays pauvres ont pu sortir de la misère, ils ont pu participer pleinement à l'échange international, y compris d'ailleurs des petits pays. On a l'exemple de Maurice, on a l'exemple de Singapour, par exemple, qui n'est pas loin. Donc ils ont pu participer pleinement à l'échange international et créer des richesses. Il y a aussi un mythe que je veux, que je conteste, c'est le mythe que la mondialisation n'a pas profité aux pays européens ou ne profite que finalement à la Chine, par exemple. C'est un mythe. Regardez le tableau sur le commerce mondial des marchandises. Ça peut vous paraître incroyable, mais c'est vrai. L'Allemagne est le troisième exportateur mondial avec plus de 1500 milliards d'euros, de dollars, c'est ça, de dollars. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas loin des États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Allemagne, avec ses PME, ses ETI extrêmement performantes, a trouvé de nouveaux marchés, notamment en Asie, en Chine, en Asie du Sud. Pourquoi? Parce que l'Allemagne a restructuré complètement son industrie. L'Allemagne ne fait plus le textile, les chaussures, etc. Ça, ils ont laissé tomber.
toutes les industries à bas salaire et à fort coefficient de main-d'œuvre, ils ont laissé tomber. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils exportent vers la Chine, vers la Russie, vers l'Inde et compagnie, le Brésil? Ils exportent, l'Asie du Sud-Est, ils exportent énormément de biens d'équipement, de voitures de luxe, de la chimie lourde, toutes les 16 domaines, en fait, en quelque sorte, où l'Allemagne est, bien sûr, des usines clés en main, où l'Allemagne est très compétitive. En général, ils sont toujours, dans ces 16 domaines, ils sont toujours numéro 1, numéro 2, au niveau mondial. D'accord? Et donc, nous, on a une idée très négative en France de la mondialisation. Mais pareil, quand vous regardez la presse des pays d'Europe du Nord, c'est pas du tout la même chose. La mondialisation est vécue comme une chance pour eux, dans la mesure où ça a pu créer de nouveaux marchés. Mais ça a pu créer de nouveaux marchés, ça il faut le dire aussi, parce qu'eux se sont adaptés. Parce qu'ils ont su faire les réformes qu'il fallait. Réforme du marché du travail, réforme de l'administration, de l'État, l'État efficace, et bien sûr, permettre à leurs entreprises d'avoir des marges de manœuvre qui ont été indiquées juste avant. Et donc, il faut bien comprendre que l'initiation au marché mondial crée des richesses, et c'est une validation de toutes les théories du commerce international. Validation pourquoi? Parce que justement, je ne vais pas revenir sur les théories, mais même Ricardo dit en fait, dans la théorie de l'avantage comparatif ricardien, Ricardo dit mais même si un pays est défavorisé dans tous les produits, il peut exporter quand même. Bon, je simplifie les choses, mais c'est ça. Par exemple, vous avez à côté de vous l'île Maurice qui, en 35 ans, a complètement changé d'économie, de structure économique. Il y a une classe moyenne considérable à l'île Maurice qui n'existait pas il y a 35 ans, avec des importations de biens de luxe, de voitures de luxe, etc., parce qu'ils se sont tournés non seulement vers le marché mondial en termes d'exportation textile, mais ça c'est... Et puis après, ils ont su créer la zone franche financière, l'offshore, et puis ils ont créé et puis bien sûr l'industrie touristique, parce que pour eux c'est une industrie à Maurice. C'est pas le petit hôtel de 20 chambres, c'est une industrie. D'accord ? Donc ils se positionnent au niveau mondial. Et donc, ayant des réserves de change, ils ont pu importer, ils ont pu refaire d'autres choses, etc. Ça, c'est le premier point que je voulais, sur lequel vous dire. Donc, franchement, je crois qu'il faut vraiment comprendre que on va en parler tout à l'heure, l'élargissement des marchés dans le monde, l'émergence de classes moyennes très importantes dans les pays émergents, d'accord ? La montée en puissance des classes moyennes permet justement à ces pays comme l'Allemagne et les pays d'Europe du Nord de trouver des débouchés, je dirais même quasiment illimités aujourd'hui. Et eux en profitent. Nous non, bien évidemment. Deuxième point, ce sont les investissements directs étrangers. Les investissements directs étrangers, c'est capital. C'est capital parce que beaucoup de pays, et y compris la Chine d'ailleurs, se sont industrialisés grâce aux investissements directs étrangers. Bien sûr, l'île Maurice à côté de nous, mais aussi Singapour, etc., tous les pays d'Asie du Sud-Est, la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie, etc., et puis les grands pays comme la Chine ou l'Inde. Un investissement direct étranger, pour faire simple, c'est un investissement durable. Par exemple, un industriel crée une industrie dans un pays. Alors il faut bien comprendre qu'il faut quand même, au niveau de l'interprétation des chiffres, se méfier. Il y a deux types d'investissements directs. Il y a des investissements directs qui ont un impact positif et des investissements directs qui ont un impact négatif. Alors c'est très important parce que plus un pays reçoit des investissements directs étrangers à impact positif, plus il y a de l'emploi. Exemple qu'on connaît bien nous en France, c'est l'exemple de Toyota qui investit en usine. C'est une industrie. Et je vous rappelle une chose, c'est qu'un emploi industriel, ça n'a pas changé depuis 30 ans, j'ai regardé encore les chiffres récemment, d'accord ? Un emploi industriel crée 3 emplois indirects. C'est énorme. Et puis vous avez des investissements directs qui sont négatifs. Demain, Walmart, la plus grande entreprise commerciale, les hypermarchés gigantesques qu'il y a aux États-Unis. Voilà. Le premier groupe d'hypermarchés dans le monde, c'est américain, Walmart. Demain, Walmart rachète Casino et Auchan. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la balance des paiements ? Investissement direct étranger en France, 100 milliards d'euros. Peut-être qu'ils ont payé plus, peut-être 150 milliards, mais je prends un exemple simple, 100 milliards d'euros. Et vous,
si vous ne savez pas interpréter ce compte de la balance des paiements qu'on appelle investissement direct étranger, vous dites « Ah, c'est super, la France est attractive ». Ben non, justement. Non, parce que là, dans ce cas-là, ils ont racheté des groupes d'hypermarchés, Auchan, Casino, par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé de l'emploi, ils ont balancé tout le système informatique aux États-Unis ou en Asie. Toutes les centrales d'achat sont en Asie en général. D'accord? Donc, ce type d'investissement direct étranger est très négatif. Donc, il faut se méfier. Je vous donne comment dirais-je, je vous donne une clé. Si un jour vous faites de la politique, vous êtes en débat, dans un débat au plus haut niveau, d'accord? Et vous voulez mettre votre adversaire par KO, vous voulez le cogner vraiment très fort. Vous lui dites, au fait, regardez, la France est très attractive. L'année dernière, par exemple, on a reçu quand même 100 milliards d'euros d'investissements étrangers. Et puis, il y a 50 milliards d'investissements directs français à l'étranger, donc le solde est positif. Plus 100, moins 50. Les Français ont investi pour 50 milliards d'euros et on en a reçu 100. Le problème, c'est que la classe politique en France, je pense qu'ils ne connaissent pas trop la balance des paiements. Ils n'ont même jamais lu, y compris les gens qui sont plus hauts, plus haut niveau, les gens qui nous dirigent, bien sûr. Et donc là, dans un débat, vous le mettez KO. Bien sûr, vous avez bluffé. Mais comme on est en politique, tous les coups sont permis. D'accord? Vous avez bluffé. Mais vous avez gagné le combat. C'est ça qui compte, c'est pouvoir manipuler très rapidement les chiffres pour pouvoir mettre son adversaire KO tout de suite. Donc vous voyez que comment on peut utiliser, si on ne connaît pas précisément les définitions et surtout l'impact par exemple, de ces investissements directs étrangers. Et donc, quelle serait la politique économique à suivre? Bien sûr, c'est de consolider la politique de l'offre. C'est quoi? C'est redresser le taux de marge des entreprises. C'est assurer la stabilité fiscale et sociale. Et c'est toujours en France le jeu de... On simplifie, mais quand on dit qu'on simplifie, une fois, on a complexifié 5 fois. D'accord? En gros, c'est ça. Et ça n'arrête pas. Bon. Donc, bien sûr, assurer. Et d'ailleurs, je lisais les Échos ce matin encore, rapidement. L'exil fiscal continue en France. Donc, des Français qui partent à l'étranger. Et bien sûr, revoir notre environnement réglementaire, à savoir tout notre environnement, à savoir tout ce qui est droit, tout ce qui est réglementation trop stricte, le code du travail de 3000 pages, etc., la fiscalité. Parce qu'il n'y a qu'en France, d'ailleurs, regardez la balance des paiements, regardez les dernières années en France, il n'y a plus rien comme investissement industriel. En France, on pense que on a des 35 heures, on a un code du travail de 3000 pages, on a une fiscalité très forte. Et les étrangers, ils sont assez imbéciles pour pouvoir investir. Il n'y a que notre élite. Ah oui, ils sont formés en grande école, École nationale d'administration. Super élite. D'accord? D'ailleurs, vous avez remarqué que cette élite, qui est super bien formée, on leur a donné à tous ces gens-là à gérer les entreprises publiques en France depuis 30, 35 ans, 40 ans. Ils sont tellement intelligents que toutes les entreprises sont en faillite. Vous remarquez? La SNCF, Air France. Et en plus, c'est nous qui payons toutes ces faillites d'entreprises. C'est le contribuable, parce qu'on dit l'État paye. Mais non, c'est pas l'État, c'est nous. C'est nous qui payons toutes ces ardoises laissées par ces grands gestionnaires sortis de l'École nationale d'administration. Parce qu'effectivement, si on avait donné un paysan en France à gérer ces grandes entreprises, un paysan, lui, en France, il n'est peut-être pas très cultivé, il n'a peut-être pas lu des romans, il n'a pas lu peut-être la littérature américaine. Mais un paysan en France, pour un paysan, 2 plus 2 égale 4, il sait ce que ça veut dire. Alors que pour quelqu'un qui sort de l'ENA, 2 plus 2 égale l'infini. D'accord? Et donc, bien sûr, ils vont briller parce qu'ils vont faire des tas de montages financiers que personne ne comprend. Ils vont épater le tout Paris. D'accord? Ah ouais, j'ai fait ce montage financier, j'ai fait des grosses fusions-acquisitions, etc. Et bien sûr, l'entreprise coule. Bien sûr. Mais c'est pas fini. En plus, quand l'entreprise a bien coulé,
il a une promotion. Il a une promotion, mais tout ce que je dis, regardez tout ce que je raconte, hein. Regardez toute l'histoire, notre histoire économique récente en matière d'entreprise. Il a une promotion. Parce que justement, il a épaté le tout Paris, c'est-à-dire ses copains, qui sont dans les ministères. Et qui, évidemment, le supplie d'avoir un poste, le prochain sera son copain. Alors évidemment, si toute notre économie est gérée par ces gens-là, voilà le résultat. Merci. Alors, quatrième thème, un peu difficile, c'est que j'intitule « Changer de paradigme en matière de santé ». Donc je vais parler des médecines complémentaires et de la guérison quantique. Avant de commencer ce point, ce thème, je vais rendre hommage à quelqu'un qui est ici, juste à ma gauche. Je rends hommage à mon ami Claude Schoenlein, sans doute le plus grand phytothérapeute qu'on a sur le plan national. Un jour, quand je suis revenu à La Réunion, en 1989, mon père m'a dit « Tu t'installes à Saint-Denis, il n'y a qu'un pharmacien à La Réunion. Et c'est un génie. » Et je dis, mais comment il s'appelle? Il m'a dit, il s'appelle Claude Schoenlein. Claude, je veux te saluer parce que tu as effectué des milliers de guérisons à La Réunion. Dans tous les domaines. Et récemment encore, il y a des amis qui m'ont téléphoné pour avoir un rendez-vous avec Claude. J'ai dit à Claude, écoute, tu les reçois. Et de mes yeux, récemment encore, une semaine après, ces personnes étaient guéries. La phytothérapie, on ne devient pas phytothérapeute comme ça, c'est pas un naturopathe. Maintenant, il y a des mots tellement compliqués. Il faut être d'abord un scientifique. En pharmacie, ils font des études. D'accord? Aujourd'hui, il y a des tas de charlatans qui se disent qu'on guérit avec les plantes. Non, c'est pas ça la phytothérapie. La phytothérapie, c'est une science et c'est un art. C'est l'art de combiner plusieurs choses en même temps. Et moi, ce qui m'a un peu agacé, je peux vous le dire, c'est que récemment, Claude, avec qui je prends le café 2 ou 3 fois par semaine, Claude a reçu un fonctionnaire qui lui dit « Votre labo, il n'est pas bon, il faut tout remettre en ordre. Ah, normes européennes. Coût, parce que attention, un pharmacien aujourd'hui doit avoir un laboratoire aux normes de l'industrie pharmaceutique. Imaginons tous les lobbies de l'industrie qui ont fait passer cette loi. Comme nous, on n'est pas présents à Bruxelles. On n'est pas présents, nous. Les députés français, les députés européens ne vont jamais, parce qu'on a plusieurs mandats. Mais qui bossent? Les Britanniques et les Allemands. Ce sont eux qui font toutes les lois. Vous savez qu'à Bruxelles, à l'époque, je ne sais plus, il y a 10 ans de ça, on m'avait dit qu'il y avait déjà 1000 sociétés de lobbying à Bruxelles. D'accord? Donc, évidemment, le ministre de la Santé ou la ministre de la Santé, tous ces gens-là, qui n'ont eux jamais guéri personne, hein, ne vont jamais intervenir pour quelqu'un comme Claude Schoenlein, qui a fait des milliers de guérisons. Donc, coût de l'opération, 100 000 € pour refaire son laboratoire. Emprunt à la banque, jouer sur des découvertes, jouer sur les crédits de trésorerie. Ça fait 6 mois qu'il est en train de refaire son labo, avec des normes qu'on n'a jamais vues nulle part. D'accord? Et ça, je trouve que c'est scandaleux. Et je tenais à le dire. Merci. Et l'idée que je défends, quelle idée je défends en fait dans ce thème? Pourquoi j'ai étudié ce thème médecine complémentaire et guérison quantique?
L'idée que je défends, c'est se réapproprier sa santé. Bien sûr, heureusement qu'on a aujourd'hui une médecine qui a évolué depuis 50 ans. Heureusement qu'on a des hôpitaux modernes. Heureusement qu'on a des médecins, des spécialistes, etc. Heureusement aussi qu'on a une technologie d'avant-garde. Donc c'est pas de ça que je veux remettre en cause, bien évidemment. Quand je dis qu'il faut se réapproprier sa santé, c'est qu'il faut bien comprendre que pour maîtriser aussi les coûts de santé, il y a une responsabilité individuelle. Et que la santé ne dépend pas de l'État. Aujourd'hui, les gens se disent « Ah, c'est pas grave, je tombe malade, il y a un médicament, il y a un médecin qui va prescrire. Derrière, il y a un médicament, pas grave. » Et puis, au fur et à mesure, on rentre bien sûr dans la dépendance médicamenteuse, etc. Et finalement, on arrive à penser que la gestion de notre santé dépend exclusivement de l'État. Ça ne dépend plus de nous. Hein. On sait complètement, par rapport à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, j'ai une arrière-grand-mère qui connaissait très bien les plantes, qui est morte en pleine forme à 90 ans, et s'est éteinte tout doucement, qui ne voulait pas avoir de médecin chez elle, parce qu'elle disait que les médecins allaient la tuer. Donc c'est pas mal, parce que son raisonnement était bien finalement, parce qu'elle s'est dit non, je ne veux pas prendre de médecin. Et c'est vrai, l'histoire que je raconte, elle est vraie. C'est anecdotique, mais c'est vrai. Mais aujourd'hui, on s'est complètement des responsabilités. La santé dépend des autres, de l'État, bien sûr, de la Sécu. Puis on a la carte vitale. Donc, de toute façon, il y aura toujours un médecin pour nous faire une ordonnance, il y aura toujours un pharmacien pour nous distribuer le médicament, etc. Notre consommation médicale, sur le tableau statistique que vous voyez, est de 262 milliards d'euros, soit 12% de notre produit intérieur brut. La consommation de soins et de biens médicaux en France de plus de 194 milliards d'euros, ce qui est considérable. Si on prend les causes de décès, on a malheureusement les tumeurs cancéreuses et bien sûr, en deuxième, les maladies de tout ce qu'on appelle l'appareil circulatoire, c'est-à-dire les crises cardiaques, les AVC, etc. Si on va un petit peu plus loin dans le constat, le tableau statistique qui suit est très intéressant. Pourquoi? Parce que pour la première fois en France, alors c'est vrai que c'est un indicateur conjoncturel, c'est pas encore structurel, mais ça peut le devenir. Pour la première fois en France, on a une rupture dans la progression de l'espérance de vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 60 ans aujourd'hui, pour les hommes, il vivra 22,9, 23 années de plus. Donc il va mourir en moyenne à 83 ans. Pour les femmes, 27,3. Donc en gros, cette personne de sexe féminin va mourir à 87 ans. Ça, c'est quelqu'un qui a 60 ans aujourd'hui. Quelqu'un qui naît aujourd'hui, donc à 0 ans en quelque sorte, c'est ce que ce tableau indique. Son espérance de vie aujourd'hui, 79 ans pour un homme et 85 ans pour une femme. Ça veut dire que si l'on continue comme ça, on pourrait avoir une inversion de la courbe en matière d'espérance de vie. Et déjà, on peut dire qu'on assiste en quelque sorte à une stagnation de l'espérance de vie. Alors, quelles sont les problématiques? Problématiques, évidemment, vous le savez, c'est la nutrition, pesticides dans tout ce que nous mangeons, et puis aussi, ce qui se pose aussi, bien évidemment, c'est que à partir de 60 ans, de plus en plus, les gens perdent leur fonction. Parce que le mode de vie n'est pas comme le mode de vie paysan d'il y a 50 ans ou 60 ans. Les gens vivent dans des villes, il y a le stress, il y a tout ça. Dégradation de la qualité de la vie, notamment pour les urbains. Et bien sûr, une perte de fonction. Les gens perdent de plus en plus de fonction. C'est-à-dire qu'au moment où on va profiter de sa retraite, à partir de 60 ans, on tombe de plus en plus dans des dépendances. D'où d'ailleurs le thème de la dépendance qui apparaît à chaque fois dans toutes les émissions de télévision, c'est-à-dire qu'on perd au fur et à mesure une vision, on perd un petit peu plus
même pour marcher. Les gens marchent de plus en plus mal, on a une canne, etc. Donc tout ça, c'est ce qui se constate vraiment dans les rapports de l'Agence nationale de la santé. D'accord ? C'est effectivement ce qui est dit et répété. Alors pourquoi j'ai dit médecine complémentaire et guérison quantique ? Faisons l'état des lieux. Quel est l'état des lieux aujourd'hui ? C'est qu'on rembourse uniquement, exclusivement, les médicaments. Et les médecines complémentaires sont ignorées. Alors que la phytothérapie existe depuis 5000 ans, 6000 ans. L'amélioration même des produits de phytothérapie a été considérable, avec la standardisation, la qualité des produits phyto, etc. Donc ça, on l'ignore complètement en France. Pareil, la révolution, il y a une autre révolution qui, elle, est effectivement plus récente, qui date des années 60. Ça a pris vraiment, racine, on va dire, aux États-Unis et au Japon. C'est la révolution des compléments alimentaires, sur laquelle on est passé complètement à côté en France. En France, il a fallu attendre 2008 pour que certains compléments alimentaires extrêmement importants soient commercialisés. Je ne dis pas même pas remboursés, je dis commercialisés. D'accord ? Et bien sûr, après, vous avez tout ce que vous savez, l'état des lieux, c'est par exemple très peu de suivi qualitatif pour les personnes, les enfants. Deuxième état des lieux, l'état des lieux sur la formation des médecins. Alors, dans ma famille, j'ai beaucoup de gens qui sont dans le corps médical, pharmaciens, médecins, dentistes, etc., des cousins et des cousines, mes parents eux-mêmes, etc. En matière, et là, je le sais, depuis toujours, il n'y a aucun cours pratiquement en phytothérapie. Je crois qu'il y en a, sur 7 ans d'études, je crois qu'ils ont 20 heures en phyto, pas plus. Ce qui fait d'ailleurs une incompréhension, je vous le dirai après, entre les pharmaciens et les médecins. Aucune formation n'est dispensée sur les compléments alimentaires. Et bien sûr, au niveau des formations médicales, des connaissances tout à fait marginales en matière de nutrition. Ça, c'est l'état des lieux sur la formation des médecins que nous avons. C'est-à-dire qu'on dit, médicaments, c'est tout. Alors que la phyto guérit, c'est même la première science, c'est la science des plantes. Et les compléments alimentaires font des miracles dans tous les domaines. Aussi bien sur la prévention, et même pour un nombre limité de compléments alimentaires, mais là je ne vais pas, bien sûr, je pense sous le contrôle de Claude, pour un nombre limité de compléments alimentaires, guérissent. Et donc, comment améliorer la santé de chacun au quotidien ? Donc, la première chose, et ça je crois que ça doit être enseigné à l'école dès peut-être la seconde, c'est que chaque individu devrait avoir un minimum de connaissances en phytothérapie et aussi en complément alimentaire. Le deuxième point sur lequel j'insiste, c'est bien sûr le remboursement de la phytothérapie, des produits de phytothérapie. Je prends l'exemple que je prenais tout à l'heure. Un pharmacien qui est un très bon phytothérapeute, il est condamné. Pourquoi ? Parce que la Sécu ne rembourse pas la phyto. Donc le médecin ne prescrit pas la phyto. Donc pour la médecine aujourd'hui en France, ça n'existe pas. Et comme tout le monde sort sa carte vitale, évidemment, les pharmaciens en phytothérapie sont en train de mourir. Avec les normes sur les laboratoires, il n'y aura plus grand monde dans 10 ans à La Réunion pour faire des préparations et pour être compétent en phyto. Parce que les jeunes pharmaciens vont dire de toute façon, c'est trop cher, on ne peut pas faire des labos. Et de l'autre côté, ils vont même désapprendre ce qu'ils ont appris en pharmacie. Parce qu'en pharmacie, ça, ils font énormément de phyto. D'accord ? En ce qui concerne les compléments alimentaires, là évidemment, c'est aussi incroyable. En Allemagne, au Japon encore plus, aux États-Unis, mais au Japon, etc., dans ces pays, les compléments alimentaires sont essentiels. Pourquoi ? C'est comme si on vous dit, vous avez 20 ans,
vous mettez, c'est comme une voiture. On vous dit, ah surtout, hein, ne nettoyez pas la voiture. Hein. Ne mettez pas d'essence dans la voiture, ne mettez pas d'huile. Vous avez 30 ans, ah ben non, c'est pas utile. Vous avez 50 ans, ah ben non, pourquoi prendre des compléments alimentaires? Parce que toute notre médecine est basée sur les médicaments. Or, il y a des compléments alimentaires qui sont fondamentaux. Les Allemands en donnent, par exemple, la vitamine B1 à faible dose aux jeunes depuis l'âge de 15 ans. Pourquoi? Parce que la vitamine B1 va potentialiser les autres vitamines et va enlever toutes sortes de problèmes type angoisse, anxiété, puis bien sûr va remettre dans le cerveau ce qu'il nous faut. Pareil, vous avez les probiotiques. Hein, il m'a appris à ne jamais avoir de grippe, Claude. Probiotiques, pourquoi? Parce que les probiotiques éliminent les virus. Et ça, c'est pas remboursé. Aucun remboursement sur les probiotiques. Tout ce qui est santé des yeux, on n'en parle pas. Mais beaucoup de gens se disent, mais j'ai des problèmes de yeux. Grave, hein, je ne parle pas des myopies ou... Pas ça, je parle grave. Récemment encore, j'ai trouvé quelqu'un que je connais qui, à 62 ans, avait déjà, je crois, des MLA ou des dégénérescences, quoi, au niveau oculaire, parce qu'elle n'a jamais pris de complément alimentaire concernant les yeux. Puis évidemment, bon, là, c'est mon dada, le complément alimentaire, pour moi de référence, c'est coenzyme Q10. C'est-à-dire que c'est anti-crise cardiaque et anti-AVC. Moi, je l'ai donné à des gens qui étaient complètement condamnés par les médecins, par les cardiologues. D'accord? Et alors là, c'est extraordinaire. Il y a un chercheur américain, je crois, qui dit, si on devait me donner le choix entre tous les compléments alimentaires que j'ai, qu'il y a sur le marché, et si un jour on me fait partir dans une île déserte, le seul complément alimentaire que je prends, c'est le coenzyme Q10. Si on me donne le choix, sur un coenzyme Q10. Parce que ça remet, parce qu'évidemment, scientifiquement, vous perdez à peu près 60% entre 20 ans et 60 ans. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, que le stress, beaucoup de, je ne sais pas si vous avez remarqué, beaucoup de jeunes meurent jeunes. 42 ans, 43 ans, 50 ans. Crise cardiaque, AVC. C'est vraiment très très nombreux aujourd'hui avec le stress. Donc ça, ces compléments alimentaires ne sont pas remboursés. Deuxième point, la guérison quantique. La guérison quantique, c'est un processus. Il y a deux types de guérison quantique en réalité. La guérison quantique qui est millénaire, qui est pratiquée par les Chinois, qui est l'acupuncture, qui est basée sur le Tao. D'accord. Et donc, pourquoi quantique? Je vais l'expliquer pourquoi quantique par la suite. Ce sont par exemple, c'est basé sur l'énergie et les méridiens. Les méridiens, c'est invisible. On n'a jamais vu un méridien. Vous pouvez avoir un bras, vous pouvez avoir un œil, vous pouvez avoir des jambes, d'accord? Vous pouvez avoir votre corps, bien sûr, ou celui de quelqu'un d'autre, mais vous n'avez jamais eu un méridien. Et donc, dans ce cas-là, le médecin va agir sur le patient. Tout à l'heure, j'ai un copain qui m'envoie un SMS en me disant « Je ne peux pas venir, Philippe, ce soir à ta conférence, j'ai une crise de migraine terrible. » À l'époque, maintenant je n'ai pas les chiffres, hein, mais il y a 30 ans, j'avais vu les chiffres. Une migraine à la sécurité sociale, ça coûte 5 milliards de francs par an, à l'époque. Le coût... Je connais parce que, des acupuncteurs en France, hein, qui sont des maîtres de l'acupuncture, d'ailleurs, qui n'ont jamais étudié en France, parce qu'ils sont vietnamiens, et souvent, donc, après la guerre, pendant la guerre, donc, ils sont venus en France. Ils ont fait 14 ans de médecine chinoise en chinois. Ça, ce sont les vrais. Ils guérissent les migraines en 5 séances. Oui. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle déjà la médecine quantique. Dans ce cas-là, effectivement, c'est le médecin qui guérit. Le patient, il est passif, si on peut dire. Le médecin va rééquilibrer les énergies. Ensuite, vous avez aussi comme médecine quantique, on peut le mettre, c'est le magnétiseur, tout ce qu'on appelle énergéticien aux États-Unis. D'accord? On peut même faire des guérisons à distance. C'est pareil. Hein? C'est-à-dire qu'on rééquilibre le système d'énergie et d'information. Là aussi, c'est un système où vous ne participez pas vous-même à votre guérison. Et alors maintenant, troisième point de la guérison quantique,
c'est le moment où vous allez participer vous-même à la guérison. Vous allez prendre en charge complètement votre santé. Et là, c'est donc ce que j'appellerais l'action par soi-même, en quelque sorte, qui accompagne, bien sûr. Hein. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne fait pas les autres médecines. La preuve, moi-même, j'ai beaucoup parlé des médecines complémentaires, etc. C'est l'harmonisation des cellules du corps humain avec l'univers. Et le principe de la guérison quantique, c'est le lien qu'il y a entre l'énergie et l'information. Comment y arriver? Alors, deux méthodes. Comment y arriver? Le Qigong des Chinois et le yoga des Indiens. Pourquoi? Parce que quand on fait le Qigong, moi je pratique le Qigong à peu près 1 heure par jour. J'ai un ami ici qui pratique le yoga 1 heure par jour. Il est en pleine forme. Je parle de toi, Daniel. D'accord? Et ce qu'on va faire en pratiquant le Qigong, c'est qu'on va réinformer le corps humain. Parce qu'en une nuit, nous avons vieilli, par exemple. En une nuit, nous avons eu, par exemple, quelque chose qui n'allait pas. Contrariété, on a eu du stress, on a eu tout ça. Depuis que je pratique le Qigong abondamment, depuis quelques années déjà, ce que j'ai constaté, c'est que chaque jour, on va réinformer le corps. On va lui donner, parce que l'information a changé en un jour. C'est pas en un an, hein, c'est en un jour. Je sais pas, vous faites un anniversaire, vous avez bien bu ce soir-là, bon, vous êtes un peu saoul, mal réveillé, vous faites le Qigong va prendre en compte le fait que vous avez fait la fête. Et donc, vous allez donner de l'information à nouveau. Et ça je l'ai un peu découvert, ça permet donc, le Qigong, à la fois d'activer ce qu'on appelle la régénération du cerveau, de faire en sorte que les connexions neuronales, les liaisons neuronales soient au top en quelque sorte. Et bien sûr, ce qui est très important, c'est le maintien du système musculaire. C'est pour ça que, par exemple, en Chine, vous avez des gens qui font la position de l'arbre. Hein, cette position de l'arbre, c'est pas facile, hein, parce que c'est les jambes pliées et comme ça. Des gens de 80 ans qui restent comme ça, pendant 15-20 minutes. Tout le système musculaire est parfait à 80 ans, parce qu'ils l'ont fait toute la vie. Et donc, le système musculaire a été remusclé tous les jours, en quelque sorte. Il y a eu un entretien du système musculaire. Et ça, évidemment, ça permet de diminuer les coûts de santé. Et justement, quand on fait le système énergie-information, c'est là qu'on passe au chakra. Parce que les chakras, finalement, c'est quoi? C'est une liaison, une correspondance entre le système énergétique et l'information. Tous les jours, quand vous pratiquez le yoga, comme certains, le Qigong comme moi, tous les jours, vous allez équilibrer les chakras. En équilibrant les chakras, bon, Harris, tu as mis quoi? Harris, bon, c'est des mots sanscrits qui sont en haut, la Mooladhara, c'est écrit en latin, et c'est toi qui as mis les mots hindis, non? C'est toi qui as mis. Il fallait traduire en français, peut-être les. Harris, il a traduit en hindi les mots sanscrits. Bon, bref. Donc, vous allez donc non pas réactiver le chakra, pour réactiver, ça c'est des grands mots. En Occident, tout le monde dit on va ouvrir les chakras, mais non, ça n'a aucun sens. D'accord? C'est de redonner de l'information et de rééquilibrer le système énergétique. Et bien sûr, qui va jouer sur le cerveau, sur les liaisons neuronales et sur le système musculaire. Merci. Alors, cinquième thème, l'avenir des relations économiques internationales. Et je vais prendre l'exemple des BRICS.
Le dernier sommet des BRICS, les BRICS, je vous rappelle que c'est un groupe de pays constitué par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et je crois que le dernier sommet de Goa a eu lieu le 15 et le 16 octobre. 15-16, oui. À Goa, donc, c'était un petit État en Inde. En Inde de l'Est, c'est ça? C'est la côte ouest plutôt, c'est ça? C'est la côte ouest, d'accord. Et donc, j'ai été stupéfait parce que dans un grand quotidien du soir, parisien, on ne va pas le citer, Pierrot a compris, ce grand quotidien du soir dit, de toute façon, c'est pas grave, au sommet de Goa, rien à voir, circuler, il ne s'est rien passé. À Goa. Et ça fait très longtemps d'ailleurs que, je vais vous dire franchement, je lis quasiment tout en anglais et j'écoute tout en anglais, sauf je lis en français Les Échos, Challenge, Les Infos, il faut faire un peu de pub quand même, Les Infos, et un peu de temps en temps j'achète un magazine type Le Point, etc. Donc moi je ne l'ai plus, parce que honnêtement, ou c'est de la propagande ou c'est de l'ignorance, mais enfin ça on discutera avec Pierrot tout à l'heure. C'est lui qui va me donner son point de vue quand on ira prendre un peu ensemble. Et donc, je passe mon temps effectivement à regarder tout ce qui se passe dans le monde, la marche du monde. Et quand j'ai lu ça dans ce journal parisien, ce grand quotidien, de toute façon, il y a des pays qui sont complètement plombés comme le Brésil ou l'Afrique du Sud. Et puis, c'est pas grand-chose, les BRICS. C'est comme ça. Il se trouve que moi, justement, je vais sur tous les sites de tous ces pays, dans la presse et dans les débats en anglais. Et alors, encore plus stupéfiant, les médias en France, tous parisiens, parce qu'il n'y a que Paris, bien sûr, qui compte, devraient d'ailleurs lire un peu plus d'infos. L'information qui circule depuis des années dans les médias français est la suivante. Vladimir Poutine est un homme seul, isolé sur la scène internationale. Nous, les Européens, les Français surtout, on a décidé de le boycotter. On boycotte la Russie. Et moi, je peux vous dire que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Parce que Vladimir Poutine, alors je ne sais pas, le président français, il a peut-être 66 millions d'amis en France. Mais Vladimir Poutine, il a plus de 3 milliards d'amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 3 milliards d'amis. Pourquoi? Parce que justement, sur la Syrie, par exemple, sur la Syrie, à Goa, Vladimir Poutine a eu un chèque en blanc. Notamment de la Chine et de l'Inde, pour des raisons géopolitiques. D'intervention en Syrie. Personne n'en a parlé. D'autant plus qu'il y a quelques années, il y a quelqu'un qui me disait, copain, en 2011, il me disait ça. Donc moi, je n'ai pas fait attention à cette information. Il me dit, de toute façon, sur le problème de la Syrie, il y aura 3 pays qui vont s'opposer aux États-Unis. C'est en 2011. Il y aura la Chine, la Russie et l'Inde. Ils vont bloquer les États-Unis là-dessus, cette question. Pourquoi? Pour montrer que maintenant, les États-Unis ne dictent plus l'ordre mondial. Ça, ça, vous le voyez dans toutes les revues, hein, dans ces pays-là. Et donc nous, bien sûr, on a dit, allez, on boycotte la Russie. Quand on a dit on boycotte la Russie, à quoi on a pensé? On s'est dit, fini, l'économie russe va s'effondrer. Oui, l'économie russe a été en récession, notamment à cause de la chute du cours du pétrole et des matières premières, mais du pétrole surtout. C'est vrai que l'économie russe est rentrée en récession de moins 1, moins 2% à peu près. Petite récession. Elle a stagné, on va dire. Mais pourquoi l'économie russe ne s'est pas effondrée, justement? Pourquoi? Allez voir justement ce qui s'écrit sur les sites. Les sites, je veux dire, autorisés, je veux dire, les grands papers, les grands newspapers de ces pays-là. Alors, en plus, nous, quand on a boycotté la Russie, on a boycotté Poutine,
On s'est dit, Poutine a peur. Alors là, bon, Poutine a avoir peur de nous, franchement. J'ai un copain qui, juste une petite anecdote, j'ai un copain qui a épousé une Russe, qui s'est séparé de sa femme il y a quelques années. Et il n'est pas du tout un intellectuel, hein. Quelqu'un qui fait un travail manuel. Et je lui ai demandé, au fait, du boycott de la Russie, tu penses quoi? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Philippe, tu ne connais pas les Ruskov. Les Ruskov, on les a boycottés, ils sont capables de manger 2 fois par semaine. Même s'ils ont faim, ils ne bougeront pas. Parce qu'ils ne se laisseront pas humilier par l'Europe. Nous, en France, si on supprime un repas par jour, c'est la révolution. D'accord? Et donc, en plus, on a plombé nos paysans. Parce qu'il y a beaucoup de paysans français. D'ailleurs, regardez les reportages sérieux, hein, FNSEA, qui dit il y a des paysans qui sont ruinés. Parce que le quart du chiffre d'affaires était dépendait de la Russie. Ce sont des exportations vers la Russie. Et en plus, je vous rappelle que le taux de suicide chez les paysans, c'est le plus fort. Je crois que c'est 24%, quelque chose de considérable, taux de suicide, dans la paysannerie française aujourd'hui, chez les agriculteurs. Et donc, les dirigeants européens n'ont pas compris, les Français n'ont pas compris une chose. Et ça, je vous le montre tout de suite. C'est que le centre économique du monde n'est plus en Europe. Et Vladimir Poutine, tout de suite, a négocié avec tous les pays d'Asie, a passé des accords économiques, des accords d'échange, des accords militaires avec l'Inde, bien sûr, parce que c'est le partenaire traditionnel de la Russie, des contrats considérables. Et c'est complètement à basculer avec Lavrov, qui est un stratège. Lavrov, c'est le ministre des Affaires étrangères russe. C'est un stratège, c'est lui qui a initié en quelque sorte la diplomatie de Poutine. Ils ont tout basculé du côté de l'Asie. C'est intéressant, pourquoi? Parce que, ils ont payé beaucoup moins cher leurs importations. Les Chinois ont envahi, et même les Indiens ont envahi au niveau agricole les marchés russes, avec des coûts d'importation beaucoup plus faibles. 2, comme ils ont mené une politique active, effectivement, les grands contrats sont tombés. Et Poutine, en parenthèse, il a cassé tous les contrats. C'est-à-dire, il a cassé les prix, notamment en matière de contrats militaires. Et ils sont en train de faire des hubs gigantesques, notamment dans le domaine de l'Internet, etc., à Moscou. En relation beaucoup, ça je n'ai pas le temps de discuter de ça, de parler de ça avec l'Inde, notamment. Et pareil, bien sûr, les accords de coopération avec la Chine sont en train aussi d'exploser. Et ça, c'est une idée, c'est quelque chose qui a échappé, évidemment, à notre élite, à l'élite qui nous dirige. Et si on prend le tableau suivant, quel est le top 10 des économies en 2015, en parité de pouvoir d'achat? Parce que le FMI dit toujours, vous devez présenter les PIB, les produits intérieurs bruts, en parité de pouvoir d'achat, et non pas en dollars courants. Il n'a aucun sens. Je vous explique simplement c'est quoi la parité de pouvoir d'achat. Parité de pouvoir d'achat, c'est, par exemple, quelqu'un qui gagne 400 €, à l'île Maurice, on dit il est sous-payé. Par exemple, si un travailleur qualifié, il gagne 400 €. Sauf qu'on n'a pas pris en compte le niveau des prix, le différentiel des prix du coût de la vie entre l'île Maurice et l'île de la Réunion. Par conséquent, en réalité, cet ouvrier qualifié gagne 16 000 roupies. Donc, la parité des pouvoirs d'achat, c'est de dire, avec 16 000 roupies, qu'est-ce qu'on peut vraiment acheter à l'île Maurice? C'est pour ça que le FMI, depuis 1975, notamment à travers les travaux de Kravis, un économiste assez renommé, a tout changé, en quelque sorte. En disant, mais non, ce qui compte, c'est évidemment le coût de la vie. Ce n'est pas les PIB en dollars courants. Ce qui fait que dès maintenant, donc, le classement des principales économies mondiales, vous avez donc, notamment si je parle des BRICS, la Chine en numéro 1, les USA en numéro 2, l'Inde en numéro 3, le Brésil en numéro 7 et l'Afrique du Sud en 28e position. Si l'on prend le tableau statistique pour l'année 2050, là, vous n'avez plus qu'un pays européen dans le top 10, c'est l'Allemagne.
Chine 1, États-Unis 2, Inde 3, Brésil 5, Russie 8. D'accord ? Et ce qui est intéressant de voir, c'est que derrière tous ces pays, par exemple, la Corée du Sud sera avant l'Italie. Je n'ai pas fait toute la liste, bien sûr, hein, mais la Corée du Sud, et juste derrière, il y a pas loin, il y aura des pays comme l'Indonésie, etc. Ou même le Pakistan, etc. Donc, étant entendu que les PIB chinois et indiens sont sous-évalués. Ils sont sous-évalués pourquoi ? Parce qu'il y a un gros problème, Caris connaît bien, c'est le problème de l'économie informelle. D'où la décision de ce qui s'est passé récemment en Inde de démonétiser les roupies de 500 roupies, les billets, quoi, les rendre inconvertibles avec des nouveaux billets, pour faire basculer toute l'économie informelle, une partie de l'économie informelle, ils ne pourront pas tout, hein, c'est pas possible, pour faire basculer dans l'économie formelle et pour bancariser aussi les gens. Pour avoir donc mécaniquement, que ce soit en Chine ou en Inde, ces PIB, bien sûr, sont sous-évalués à cause de la part de l'économie informelle. Si on prend le poids des économies occidentales, hein, donc États-Unis, France, Allemagne, Grande-Bretagne en 2015, par rapport donc aux BRICS, ce poids est de 67%. C'est que déjà, on voit que la tendance, que les économies occidentales principales ne représentent plus que 67% donc, des pays du BRICS. Et si on prend le poids, bien sûr, en 2050, il y a donc, le ratio, c'est 47, un peu plus de 47%. D'accord ? Et tout à l'heure, j'ai parlé de Vladimir Poutine, mais il y a un deuxième phénomène qu'on ignore en Europe. C'est que les 8 ans d'Obama, c'est quoi les 8 ans d'Obama au niveau géopolitique et économique ? C'est justement le virage, cela dit. Ce qui fait que le nouveau président américain dit l'Europe, les nouveaux consommateurs, la classe moyenne indienne, dans même pas 5 ans, 500 millions de nouveaux consommateurs. Les Chinois, c'est plus. D'accord ? Donc, toute la politique de Barack Obama a consisté à basculer toute la stratégie américaine sur l'Asie. Et donc, il y a une convergence finalement entre la Russie et les USA. D'abord, parce qu'il y a aussi les questions militaires, le réarmement chinois. D'accord ? Dans ces pays, en parenthèse, il y a énormément de think tanks très puissants hein, qui réfléchissent à la stratégie économique, etc. Donc, et pour revenir donc à Goa, en plus de ce que je vous dis, il y a deux choses que les Américains n'ont pas digérées, mais c'est de leur faute. Il y a 2 ans, 3 ans, les Chinois disent aux Américains, vous savez, le Fonds monétaire international ne reflète plus l'état du monde. Obama était conscient. Hein. Obama a fait pression sur le Congrès pour redistribuer les cartes, on va dire, pour rebattre les cartes. Mais les Américains arrogants disent, ce sont nous. Non. La part des États-Unis, le capital social, c'est 17%, je crois. Donc, l'actionnaire de référence, en réalité, ce sont les États-Unis. À ce moment-là, les Chinois disent, nous allons donner une correction aux Américains. Et justement, Goa, c'est justement tout ça qui se met en place. Nous allons donner une correction aux Américains. Au sommet d'Ufa, juste avant Goa, donc c'était en Russie. D'accord ? Qu'est-ce que les... Alors, évidemment, les Chinois se rapprochent des Russes, trop contents de eux aussi donner une correction aux Américains, des Indiens, et puis évidemment à des quotes-parts plus faibles, mais du Brésil aussi et de l'Afrique du Sud. Donc les BRICS font un Fonds monétaire international BIS, appelé New Development Bank, qui, bien sûr, là le capital social est de 50 milliards de dollars, et bientôt de 100 milliards de dollars. Alors, quand on questionne Vladimir Poutine, c'est intéressant de voir les interviews de Poutine. On demande à Vladimir Poutine, au fait, New Development Bank, ça concurrence les États-Unis ou quoi ? Et Poutine, sans rire, dit non, absolument pas. Allez, boum, déjà, une concurrence dans les pattes.
Et là, les Américains sont, évidemment, ils ont peur parce que de 100 milliards, ça peut, et puis ils vont prêter à tous les pays maintenant. Parce qu'il y a une concurrence au niveau du FMI, du Fonds monétaire international, avec des projets de financement des projets d'infrastructure, de ce qu'on appelle l'économie durable. Pour eux, c'est plutôt les énergies renouvelables, des grands projets d'énergie renouvelable. Harris en connaît notamment de le solaire. L'État de Harris au Gujarat est quasiment, c'est une part du solaire considérable, avec des industries qui se mettent en place en Chine et dans ces pays-là, notamment en Chine. D'accord ? Parce que la Chine exporte partout, y compris en Inde. Eux aussi, en Inde, ils ont leurs propres industries, mais beaucoup moins importantes encore que l'industrie chinoise au niveau des énergies renouvelables. Donc, la Chine, bien sûr, est tout à fait intéressée économiquement par la création de cette banque, l'Inde aussi, et bien sûr, ils ont ramené avec eux, pour avoir une carte en Afrique, l'Afrique du Sud, et pour avoir une carte en Amérique du Sud, le Brésil. Et puis là, où les Américains sont vraiment furieux, c'est que, à Goa, il est décidé de la création d'une agence de notation. Parce qu'évidemment, les agences de notation, c'est quoi? Standard & Poor's, Moody's et Fitch Ratings. 3 agences de notation américaines aujourd'hui, parce qu'à l'époque, Fitch Ratings, c'était d'ailleurs un Français, et qui a revendu donc aux États-Unis. Donc c'est vraiment le pouvoir anglo-saxon, c'est-à-dire la possibilité de noter n'importe quelle entreprise. Bien sûr, le jeu, bien sûr, c'est de dire, ah ben les Américains sont honnêtes, nickel. Les entreprises américaines, super bien gérées, top management. Par contre, votre entreprise à vous, attention, il y a des dettes. Mais là, à partir du moment où ils vont mettre les moyens, et donc ils sont en train de réfléchir sur le business model. Je ne pense pas que le business model soit un business model public. Je pense qu'ils vont faire intervenir les grands acteurs privés, que ce soit russes, chinois, indiens, brésiliens et sud-africains. D'après les discussions que j'ai vues à Goa. Et donc, évidemment, maintenant, c'est une concurrence directe sur les agences de notation américaines. C'est-à-dire qu'eux aussi vont dire, bah oui, mais ok, vous dites que nos agences nos entreprises sont, allez, il y a un peu de dette. Mais vous maintenant, donc ils vont décortiquer. En plus, ils ont des ingénieurs, ils ont des chercheurs, ils ont les algorithmes, ils ont tout. D'accord ? Ils vont employer des milliers de personnes. C'est-à-dire que ces agences de notation peuvent être encore beaucoup plus puissantes que les agences de notation américaines. Donc, deuxième couleuvre à avaler pour les États-Unis, c'est justement la diversification des agences de notation. Voilà les 2 points importants que je voulais souligner. Et bien sûr, il y a, ça vous le verrez dans les statistiques, des échanges intra-BRICS qui se développent de plus en plus à travers les opérations soit commerciales, mais aussi soit de coopération militaire. Voilà pour le 5e thème. Allez, on va aller au 6e thème. Je prends un peu d'eau, si vous le permettez. La réunion dans le monde. Je finis. On me dit qu'il faut finir, je finis. La réunion dans le monde, dernier thème. Donc face à cette mutation, ces mutations géopolitiques et économiques, quels sont les deux points clés à développer à La Réunion? Vous avez d'abord, bien sûr, l'économie numérique. Je vais faire court parce que je crois que là, on nous attend là-bas pour ce qui vient après. Et le tourisme. Alors, très rapidement, vous voyez, je vais passer très vite sur ce qui existe déjà à La Réunion, bien que ces chiffres soient relativisés, parce qu'il y a aussi des opérateurs comme Orange, etc., qui rentrent dans cette affaire ou SFR qui rentre dans cette affaire d'économie numérique, je crois de 600 millions d'euros, à peu près. D'après ce que j'ai lu, c'est l'INSEE. Bon, l'IEDOM, pardon, rapport de l'IEDOM. Bien sûr, le point important, stratégique, on ne pourra pas faire des industries à bas salaire, etc. Le point important, c'est l'économie numérique, notamment les universités numériques, avec tout l'écosystème qui va avec, en termes de big data, de e-marketing, etc. Et ça, on peut créer, et là, je crois qu'il y a des personnes qui s'en occupent ici à l'Université de La Réunion, on peut créer vraiment de la main-d'œuvre qualifiée, des startups, l'écosystème des startups qui va créer, mais le marché mondial, francophone dans un premier temps, mondial ensuite. Donc ça, il y a des groupes de réflexion ici à l'université qui s'occupent de ça et qui sont relativement sérieux dans leur approche, et on peut effectivement développer La Réunion. Il n'y a pas de pessimisme à avoir sur La Réunion, c'est le message que je veux donner. Deuxième point, j'irai très vite, le tourisme.
c'est vrai qu'on a des points faibles, notamment, vous le voyez, un tourisme affinitaire trop important. Hein, bon, là, c'est le point faible. Une durée de séjour de 2 semaines, mais quand on regarde bien la durée du séjour, dans les hôtels, c'est 6 nuits, 6,3 nuits. Donc là, il faut remonter les choses. Hein, avec une répartition, si tu peux montrer, Aris, donc du tourisme affinitaire, d'agrément et d'affaires. Et agrément et affaires, c'est bien sûr à développer. Les modes d'hébergement, malheureusement, sont encore trop souvent des modes d'hébergement chez l'habitant, enfin chez les parents ou les amis. D'accord? Et alors, ce qui est bien, c'est que l'enquête de satisfaction est bonne. Les gens sont contents de venir à La Réunion, ils découvrent La Réunion, ils aiment La Réunion. Il faut bien le souligner, c'est pour ça qu'il y a un message d'espoir aussi, et réel, quoi. C'est pas seulement d'espoir, c'est pas de donner, faire des promesses ou donner l'illusion. Par contre, effectivement, l'enquête de satisfaction montre que pour le rapport qualité-prix, il n'y a pas photo, quoi. Et donc, il faut qu'on soit capable de donner, pour un même prix, la qualité des services qu'il y a à Maurice notamment, parce que c'est notre concurrent principal, ou de faire un tourisme différent, ce qui est possible. Notamment avec les nouvelles liaisons aériennes, hein, c'est ce que j'appelle les nouveaux pays émetteurs. On a évidemment la France métropolitaine et l'Europe. L'Afrique du Sud, qu'on a depuis quelques années déjà, mais là, il faut effectivement comprendre leurs besoins, cibler leurs besoins. La nouvelle ligne qui vient de s'ouvrir sur Chennai, donc en Inde, là aussi pareil, puisque la classe moyenne se développe de façon importante, et la Thaïlande avec l'Asie du Sud-Est. Donc la compagnie Air Austral fait des efforts, c'est vrai, on ne peut pas le reprocher, mais il faut avoir une approche beaucoup plus marketing, beaucoup plus ciblée sur les besoins des gens, etc. Voilà, donc vous savez, j'ai passé un oral aujourd'hui. Vous êtes le jury, il y a eu les présidents de jury, il y a eu les membres du jury, c'était vous. Et donc le sujet que j'avais tiré au départ, rappelez-vous, c'était redresser l'économie française. Et voici ma réponse que je vais donner. Redresser l'économie française? Yes, we can. Merci. Merci.